Avant les petites révolutions, j'aimerais revenir à cette incroyable machine à broder. La machine à tisser. Ah, tisser, oui, pardon, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, le métier à tisser. Donc là, on est sur un métier à tisser de tapisserie, qui est une machine particulière, puisqu'en tapisserie, il faut une tension très très forte. Puisque donc en tissage, il y a toujours des fils de chaîne, donc verticaux, et des fils de trame horizontaux. Et dans un textile normal, on voit à la fois les fils de chaîne et les fils de trame, mais en tapisserie, on ne voit que les fils de trame. Donc il faut un fil vertical qui est hyper tendu pour que les petits fils horizontaux viennent se tasser très densément. Et donc on va voir en fait que ça fait des petits grains de riz. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fait. Et en plus, ce qui est fascinant en tapisserie, c'est que historiquement, la tapisserie, c'est un métier masculin. Donc c'était surtout les hommes qui pratiquaient la tapisserie jusqu'à peu près la Première et Deuxième Guerre mondiale, où là, on voit plus de femmes dans les manufactures. Mais donc, vous allez voir, parce qu'en fait, il y a des gestes en tapisserie qui sont finalement assez violents. Donc il faut quand même une force physique pour à la fois donc, faire passer durement et ensuite avec le peigne on va venir tasser. Donc là on est par exemple, si on regarde les œuvres que nous avons derrière nous, tout à fait. Typiquement elles seront passées par ici. Et en fait, donc, en tapisserie française, on travaille sur le dos de la tapisserie. Donc moi, je vais faire en fait un patron ou un calque, comme on dit en tapisserie, que je vais en fait transférer à l'envers. Et moi, je vais travailler sur le dos de la tapisserie ici, avec un calque positionné derrière. Et si je veux voir mon travail, je suis obligée en fait de regarder dans un miroir à travers les fils pour voir ce que je tisse. D'accord, très bien. Alors, vous avez dit, je trouve mon inspiration dans la nature. Alors, est-ce que c'est le passage par le Japon, c'est le rapport des Japonais à la nature? Oui, alors moi j'ai été super influencée par les Japonais, puisque pour les Japonais, le sacré et le monde invisible vivent vraiment dans la nature. Donc, on peut estimer que les esprits de nos ancêtres sont dans un bol en céramique. Il y a vraiment cette pratique d'insérer le monde de l'invisible dans les matériaux naturels qui consistent justement, qui créent nos objets d'artisanat. Après, moi ce dont je me suis rendu compte, surtout notamment en étudiant les plantes invasives, c'est que notre environnement naturel porte la trace de nos mouvements humains et de nos histoires en fait collectives. Donc le récit d'un pays se transcrit à la fois par les gens qui y habitent et les plantes en fait du territoire. Donc il y a une double histoire qui se partage entre le monde des humains et le monde des plantes, qui est un récit assez intéressant à raconter. Très bien. Combiner les techniques de broderie traditionnelles avec des concepts les tapisseries traditionnelles avec des technologies modernes, est-ce que c'est un exercice qui est assez difficile? C'est pas évident parce que en fait l'air de rien ça demande un financement considérable, parce que la technologie, pour être complètement honnête, en ingénierie ça coûte pas plus cher. Donc on parle aujourd'hui d'incubateurs, d'artistes? Moi, je suis pas soutenue par un incubateur. D'accord. Moi, je finance mes propres productions par la vente d'œuvres, notamment. Et aussi, j'ai été beaucoup soutenue par des fondations qui soutiennent l'artisanat, notamment la Fondation Banque Populaire et aussi sur la Villa Albertine, la Fondation Bettencourt-Schuller. Donc en fait, on a vraiment besoin de ces fondations pour nous soutenir, surtout sur les premières années où on explore des nouvelles techniques qui coûtent parfois un peu cher. Alors j'ai envie que vous nous parliez aussi de performance, puisqu'on vous a vu à l'œuvre, notamment au Palais de Tokyo. Je vous ai vu aussi
Galerie Vivienne, je crois, performer. Racontez-nous un petit peu l'idée derrière la performance. Oui, j'ai eu la chance en 2017 et 2018 de faire une résidence à Washington qui s'appelle Healthy and Arts Lab, où j'étais en fait avec plein d'artistes qui faisaient de la performance et qui en fait se servaient de leur corps comme site où ils racontaient des histoires. Et on m'a beaucoup encouragée à aussi me mettre en scène, et je trouvais ça assez intéressant finalement, puisque je parlais de complexité et d'histoires trop complexes à raconter en un seul mot, que ça faisait sens finalement de mettre en scène mon corps comme quelque chose qui raconte une histoire changeante ou en mouvement. Donc les premières performances que j'ai faites étaient en fait des performances où je portais des vêtements et je défaisais des mots sur mon corps que je tissais en fait en temps réel. Et par la suite, je me suis dit, où j'ai développé des dispositifs de performance plus complexes, par lesquels en fait mon corps pouvait même raconter des histoires dans des langues différentes par des zones interactives directement sur le corps. Donc là, on en revient un petit peu au tissu intelligent. Oui, tout à fait. Et surtout, cette idée qu'il y a plein d'études maintenant qui sortent en disant que notre corps est un tissu intelligent aussi, puisqu'on a aussi, on a vu qu'il y a des histoires ou des codes génétiques qui parlent justement d'histoires passées. Très bien. D'autres actualités en ce moment? Beaucoup d'actualités. Beaucoup d'actualités. Il y a une super expo au Palais de Tokyo. Voilà, jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, qui s'appelle Tisser l'hybride, où justement j'ai conçu une nouvelle installation interactive avec 3 grandes tapisseries en collaboration avec une compagnie un chœur qui s'appelle La Tempête, qui a fait une série de chants inspirés des chants byzantins, qui est vraiment cette région géographique qui se tient entre Est et Ouest et qui contient des mélanges culturels complètement incroyables. Très bien, merci Chloé Bensaïl. Merci beaucoup.